Bonjour tout le monde. Je suis heureux de voir des nouveaux visages dans la salle. Donc cette semaine, on va parler d'universalité des réseaux de neurones. La dernière rencontre, on avait un peu expliqué le fonctionnement général des réseaux de neurones. Puis là, on va se poser des questions sur ce qu'on appelle la puissance expressive des réseaux de neurones, c'est-à-dire quelle est la classe des fonctions que ces réseaux-là peuvent espérer approximer. Donc, peut-être on peut commencer en se rappelant qu'un réseau de neurones, ce qu'on avait vu brièvement la semaine dernière, donc un réseau de neurones, on peut dire un réseau profond, c'était simplement un graphe avec des couches au sein duquel l'information se propage d'une manière particulière. Donc, on a des entrées x1 jusqu'à, par exemple, xn. C'est ce qu'on appelle la couche d'entrée, vous l'appelez en bon français in. On a la couche profonde, ou les couches profondes, et une couche de sortie. Et donc, on a des poids qui relient donc, les neurones comme ça, les uns avec les autres. Et on avait vu que l'information se propageait. Donc, on a un vecteur d'entrée de dimension n, et l'information se propageait de couche en couche, avec la manière qu'on avait décrite, jusqu'à produire une sortie. Et donc, finalement, donc un tel réseau est une fonction f qui va de Rn dans Rm. Okay? C'est une fonction qui prend un vecteur de dimension n, donc c'est le nombre de neurones dans la couche d'entrée, qui va produire un vecteur de dimension m, le nombre de couches dans le nombre de neurones dans la couche de sortie. C'est une fonction, en fait, beaucoup plus précisément que ce qu'on vient d'écrire là, qui agit de la manière suivante sur x en entrée. C'est une composition successive d'activation et de transformation affine. Donc, la dernière chose qu'on va faire, c'est une activation dans la couche L. Donc, on va dire que c'est la couche finale, ici grand L, composée avec une transformation affine. Après ça, on a une autre activation dans la couche, l'avant-dernière couche, avec une transformation affine. Et jusqu'à, donc, la toute première transformation affine, celle qui va prendre les vecteurs en entrée et qui va les propager à la première couche profonde selon le poids la matrice des poids qui relie donc les deux premières couches. Okay? Fait que les fonctions, donc AFF, c'est des fonctions affines d'un espace vectoriel de dimension de la couche précédente jusqu'à la couche qui entre. Et ici, les sigma, ce sont des fonctions d'activation, donc fonctions d'activation. On avait vu à la dernière rencontre la fonction d'activation sigmoïde. On avait aussi parlé de la fonction relue, dont il y en a plein d'autres. Ici, ce n'est pas nécessairement la même, mais donc, de manière générale, on peut voir un réseau de neurones comme une composition successive de transformation affine et d'activation. Ça va pour ça? Et donc, c'est une fonction de Rn dans Rm qui travaille de cette manière-là. On peut se demander une question très naturelle ici. C'est la question qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, question, étant donné donc une fonction qu'on peut appeler nature, donc, ou idéal, si vous voulez, qu'on va appeler F étoile, qui va aussi de Rn dans Rm. Est-ce qu'il existe? Donc, existe-t-il? Donc, un réseau de neurones, F, tel que F est à peu près égal à la fonction étoile, F étoile. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'on avait vu à la dernière rencontre sur la classification des chiffres, on avait des chiffres écrits à la main qui étaient numérisés en bitmap. Et là, on voulait entraîner un réseau à classifier correctement ces chiffres-là. Bien, il y a une fonction F étoile qui, elle, est capable de parfaitement classifier ou d'identifier les chiffres. Donc, à quel point cette fonction-là
c'est raisonnable de penser qu'on peut construire un réseau, donc c'est assez rigide quand même, cette configuration-là de fonction. Est-ce qu'on peut, avec une fonction de ce type-là, espérer approximer correctement la fonction f étoile pour avoir un résultat qui est valide? Donc évidemment, on peut le laisser de manière empirique et se rendre compte qu'on a 95, 97, 98 % de taux de succès, mais d'une manière théorique. Est-ce que c'est même possible d'espérer en général faire ça? Donc, c'est donc la question qui va nous occuper aujourd'hui. Ça va? Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, nous, on va s'intéresser aux sommes suivantes. Donc, les sommes, ça va être, on va les appeler G de X. Ça va être les sommes pour les J allant de 1 jusqu'à grand N de alpha J fois sigma YJ transposé X plus θJ. Okay. Ici, donc, YJ est un vecteur fixe dans Rn. θJ et alpha J sont des éléments juste dans R. Et sigma est une fonction de R dans R qu'on dit sigmoïdale. Quand on dit sigmoïdal, ce qu'on veut dire, c'est que sigma de x tend vers 1 quand son argument tend vers l'infini et tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc, au fond, sigmoïdal, ça veut dire un peu comme la sigmoïde. Hein, l'exemple qu'on avait vu la semaine dernière, quand on voit sigma de z qui est 1 sur 1 plus exponentielle de moins z, le graphe de cette fonction-là, c'est une version discrète, c'est une version continue et lisse, en fait, de la fonction de Heaviside, qui vaut 0 à gauche et qui vaut 1 à droite. Bien là, ici, on a juste rendu ça lisse pour être capable de faire du calcul différentiel avec ça. Donc, c'est un exemple typique de fonction sigmoïdale. Et donc, nous, pour essayer d'aborder cette question-là, on va s'intéresser aux sommes de ce type-là, où on a plein de coefficients. Mais là, pourquoi ça en particulier? Bien, ça correspond, ces sommes-là, à une forme de réseau à 3 couches, donc une couche profonde. En particulier, on va l'écrire. Ça va être beaucoup plus clair que ces sommes-là. Donc, OK, ces sommes correspondent au réseau suivant. Donc, on a encore une fois une entrée à n dimensions, petit n. Donc, on a x1 jusqu'à xn. Ensuite, si on regarde ici, on applique l'activation sigma à un produit scalaire avec les poids. Donc, les YJ vont être le vecteur qui contient tous les poids qui rentrent dans la JM couche. Donc, si par exemple, j'ai ma couche cachée ici, donc j'ai le premier vecteur, j'ai le JM jusqu'à grand N, bien, tous les poids qui rentrent dans le JM neurone de la couche cachée, ils sont représentés par ce vecteur-là ici. Y indice J, dont je peux prendre le produit scalaire avec les entrées de la couche initiale, et je rajoute le biais qui est associé donc au JM neurone de la couche cachée, θJ. Donc, ce qui est l'argument ici du sigma, c'est la préactivation. Après ça, ben, je passe la fonction d'activation, et finalement, j'additionne ça pour tous les neurones de ma couche cachée, J allant de 1 jusqu'à grand N, et ça fait en sorte que j'obtiens une seule sortie dont les poids, donc pour l'obtenir, on a les poids qui sont maintenant les alpha J. Okay, les coefficients alpha 1, alpha J et alpha grand N. Donc ça, c'est notre sortie, ça c'est G de X. Voyez-vous comment ces sommes-là, ces fonctions-là, décrivent des réseaux, donc avec petit n neurones dans la couche d'entrée, une couche cachée avec grand N neurones et une sortie
scalaire g de x. C'est bon? Donc, ça correspond vraiment à un type de réseau en particulier et on va s'intéresser à ces sommes-là. En fait, on va tout de suite énoncer le théorème qui répond à notre question et dont on va essayer de faire la preuve aujourd'hui. Donc, le théorème, c'est un théorème. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Alpha, dans le fond, Ouais. C'est les poids qui partent de la couche cachée qui vont dans la couche de sortie. OK. Ouais. C'est en plein ça. On peut construire n'importe quel réseau de neurones, dans le fond, avec... Pas nécessairement, non. Mais là, on s'intéresse, ça, c'est un cas particulier qui est un sous-ensemble de réseaux de neurones de tous les réseaux qu'on a considérés, mais on va s'intéresser à ceux-là. Et c'est assez, on va voir, pour répondre à la question qu'on avait, en tout cas d'une certaine manière. Parce qu'on peut les construire avec ça. Après ça, il y a des réseaux qui ont plusieurs couches cachées. Donc, on va en parler aussi de ça. Donc, l'architecture, comment ça joue sur l'universalité. Mais pour répondre à notre question initiale, on va juste se concentrer sur cela. Donc, théorème, c'est de Sibinko. Ça date de la chute du mur 1989. Guillaume, Oui. ton X est un élément de Rn. Oui, X est dans Rn, oui. Ton YJ transposé. Il est dans Rn aussi. Oui, oui. Fait que ça, c'est juste un produit scalaire, en fait. Je fais juste faire X1, Y1, X... Oui, c'est ça. Okay. D'autres questions? OK. Le théorème de Sibinko dit la chose suivante. Donc, peut-être avant je vais noter... donc, C0 de IN, c'est l'espace des fonctions continues sur l'intervalle, donc 0,1 pris à la puissance n, donc c'est ça qu'on appelle IN. OK? Donc, la notation C0 de IN, c'est pour dire toutes les fonctions continues qui sont prises sur le produit cartésien de donc n fois de l'intervalle fermé borné 0,1. Et donc, ce que le théorème de Sibinko nous dit, c'est... donc, on va le noter de la manière suivante. Donc, les fonctions... Donc, g de x, comme on les a écrites juste à côté. Donc, peut-être je vais juste les réécrire par complétude. Somme pour les j allant de 1 jusqu'à grand N de alpha j, sigma yj transpose plus θ j. Donc, ces fonctions-là sont denses dans l'espace des fonctions continues sur IN. Autrement dit, pour toute fonction f qui appartient à cet espace-là, et pour tout epsilon plus grand que 0, il existe une fonction g de x de ce type-là, telle que le sup pour les x allant dans C0 de IN, en fait, dans IN, on va revisiter ça ensemble. Donc, le sup pour les x dans IN de la valeur absolue entre f de x et g de x est plus petit qu'epsilon. Bon, on va décortiquer ça ensemble. Tout ce que ça dit, ça, c'est que ça répond positivement à la question qu'on s'était posée. Ça veut dire, si je prends une fonction continue, c'est une classe assez large de fonctions, c'est raisonnable de penser qu'on pourrait s'intéresser à une fonction qui est continue. Bien, ce que le théorème nous dit, en gros, c'est qu'il existe un réseau de neurones, donc un réseau de ce type-là, qui va approximer aussi près qu'on a besoin la fonction continue. Donc, autrement dit, pour chaque choix de fonction continue, peu importe laquelle, pour chaque seuil de tolérance epsilon plus grand que 0, c'est comme on peut voir ça comme un seuil d'erreur qu'on est prêt à tolérer, il existe un réseau de neurones, donc une fonction G, un réseau de neurones de ce type-là, tel que le maximum ou le sup de l'erreur, en fait, c'est l'erreur entre la fonction nature qu'on va approximer ce que notre réseau fait, c'est plus petit que le seuil de tolérance qu'on s'est donné. OK, donc peut-être une remarque, évidemment, on peut imaginer que, donc
ici, les sommes, elles sont finies. Hein? Le grand N, c'est fini. On comprend que si je prends epsilon de plus en plus petit, si je veux une erreur qui devient de plus en plus petite, on devrait s'attendre en général, à moins d'avoir une fonction vraiment particulière, que le grand N, qui représente le nombre de neurones dans la couche cachée, augmente. Hein? Si je veux être extrêmement précis, je vais avoir besoin de beaucoup de couches cachées, de neurones dans ma couche cachée. Et c'est donc un exemple de théorème d'universalité où on a un réseau qui est donc wide, ça veut dire qu'il est très large ici, mais qui est shallow, c'est-à-dire qu'il est peu profond. Et donc, on verra peut-être à la prochaine rencontre des exemples de réseaux, parce que quand on parle de réseaux de neurones profonds, de deep learning, c'est l'idée qu'avoir plusieurs couches intermédiaires cachées donne un avantage. Donc ici, je suis capable d'approximer toutes les fonctions que je veux, selon ce théorème-là, sans avoir besoin de plus qu'une couche cachée. Donc, on va voir des versions de théorèmes d'universalité qui vont être plus donc narrow, étroit, mais profond. Okay. On va parler de ça à la prochaine rencontre. Pour le moment, on va essayer de s'attarder aujourd'hui à démontrer ce théorème-là, qui montre un peu qu'au fond, c'est raisonnable de pouvoir espérer les fonctions continues par des réseaux de neurones de ce type-là. Des questions sur l'énoncé? Ça va? OK, donc on va avoir besoin quand même d'outils théoriques pour montrer ça. Donc, si on veut faire la preuve de ce théorème-là, on a besoin de faire un rappel de certains outils théoriques. Donc, c'est la section 2 ici. Donc, 2 préliminaires, disons, théoriques. La section 2.1, on va commencer avec la séparation d'ensemble. Donc, pour les 15-20 prochaines minutes, on va se rappeler de certains objets théoriques qui vont nous servir à prouver ce théorème-là. Je rappelle qu'on devrait garder en tête que notre but, c'est de prouver un théorème de densité. On veut dire que les fonctions, ici, g de x, elles peuvent approximer n'importe quelle fonction continue avec cet argument-là. Et donc, on va garder ça en tête en présentant ces outils-là. Première chose, séparation d'ensemble. Bien, pour cette section-là, on va parler, donc on va fixer un peu la notation. E va être un espace vectoriel. Donc, soit topologique ou normé. Donc, avec une certaine notion de distance, si vous voulez. Espace vectoriel sur R. Et on va noter par E étoile l'espace dual. Donc, E étoile, c'est l'espace dual de E. Ça veut dire quoi? E étoile, ça contient les fonctionnels. Donc, les fonctionnels linéaires, ça veut dire les applications phi qui vont de E dans R, qui sont linéaires et continues. Ça va pour ça? Donc, ça va être la notation pour le moment. On va commencer par parler donc d'hyperplan. Donc, un hyperplan. Un hyperplan affine, si on veut. H, donc c'est un sous-espace de E, mais ce n'est pas un sous-espace, c'est un sous-ensemble de E, est en fait un ensemble donné par quelque chose du type H est égal à, c'est tous les X dans E, tels que phi de X est égal à alpha, pour un certain nombre alpha réel. Okay? Donc, c'est ça un hyperplan, ça généralise dans un espace vectoriel la notion d'hyperplan dans Rn. Peut-être un exemple. Je peux le faire ici. Là. Exemple. Si je prends E, qui est juste R2,
que je prends phi de xy qui est juste x moins y, et que je prends par exemple alpha égale 0, bien là, je m'intéresse, donc j'ai pris une fonctionnelle sur R2, qui est linéaire, qui est continue. Je prends en fait une courbe de niveau de cette fonctionnelle-là. Je prends l'ensemble des x tels que, donc des xy tels que x moins y égale 0. Donc ça donne quoi? Ça donne simplement la droite de pente 1 qui passe par l'origine. Okay? C'est un hyperplan dans R2. Donc là, ça a l'air beaucoup plus clair qu'écrit comme ça, mais ça généralise un peu ce qu'on voulait dire. On va vouloir séparer des ensembles. Notre objectif, c'est de distinguer clairement deux ensembles qui, disons, sont distincts, sont séparés l'un de l'autre. Et les hyperplans vont se séparer, donc c'est la prochaine partie de la définition. Un hyperplan, donc HPP, sépare strictement deux ensembles A dans E et B dans E si il existe epsilon plus grand que 0 tel que on a la chose suivante, donc phi. Donc l'hyperplan, on va l'appeler, il va être représenté par phi. Donc on voit maintenant qu'un hyperplan, c'est simplement une fonctionnelle de l'espace dual qui est égale à une valeur scalaire, donc sur le corps sur lequel on est défini. Donc si phi, qui est la fonctionnelle qui représente l'hyperplan, quand je l'évalue en x, c'est plus petit ou égal à alpha moins epsilon pour tous les x dans A, et phi de x est plus grand ou égal à alpha plus epsilon pour tous les x dans B. Okay. Donc, l'hyperplan, c'est phi de x égale alpha. Et si, à chaque fois que j'évalue ma fonctionnelle pour un x dans l'ensemble A, je suis à une certaine distance de alpha, et même chose à une certaine distance au-dessus d'alpha pour les x dans B, ça sépare strictement. Ça veut dire quoi, ça? Si on fait une espèce de petit voisinage autour de notre hyperplan, je ne touche pas. Tous mes x dans A sont en haut et tous mes x dans B sont en bas. Fait que l'hyperplan ici, on dit qu'il sépare strictement. C'est bon? Donc, c'est ça la définition de séparation stricte. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? On va énoncer notre premier, disons, gros théorème. Au fond, le théorème de Sibinko, on va juste se rappeler deux théorèmes importants d'analyse fonctionnelle et quand on va les appliquer correctement ensemble, ça va nous donner notre réponse. Okay? Mais c'est quand même une bonne manière de montrer des théorèmes de densité, donc je pense que ça vaut la peine de revisiter ça. Le premier des deux gros théorèmes qu'on va avoir besoin, je vais devoir effacer ça, c'est le théorème de Hahn-Banach. Je vais le rappeler ici. Donc, théorème, c'est Hahn-Banach. Il y a plusieurs versions à ce théorème-là. Ce que je vais donner, c'est sa deuxième version géométrique. Donc, soit A, un sous-ensemble de E, B, un sous-ensemble de notre espace vectoriel, et tel que, en fait, leur intersection est vide. Donc, supposons de plus que A et B sont convexes, que A est fermé et B compact. OK, on a deux ensembles
deux sous-ensembles de notre espace vectoriel, leur intersection est vide. Les deux sont convexes. Donc, ici, là, tous ces termes-là, ça peut nous aider de se rappeler ces définitions-là juste dans Rn. Convexe, ça veut dire que ça ne marche pas parce que je peux prendre deux points, puis si je les relie par une droite, ça sort. Okay? Donc, ça, c'est pas convexe. Ça, ici, ça marcherait. Donc, j'aurais A et B. Donc, fermé, imaginez comme dans Rn, la notion de fermé, puis compact, dans Rn, c'est fermé et borné. Okay? Il y a des définitions topologiques de ces choses-là. On n'a pas besoin de se rappeler ça nécessairement ici. Que dit le théorème de Hahn-Banach dans ce contexte-là? Alors, il existe un hyperplan, donc phi qui est égal à alpha, qui sépare strictement A et B. Okay, c'est ce que nous dit le théorème d'Hahn-Banach. Ça a l'air très, très naturel si on prend le temps d'y penser justement dans un contexte dans Rn, en dimension finie. Si j'ai A ici et que j'ai B, les deux sont convexes. Leur intersection est vide. Ça, c'est fermé, ça, c'est compact. Je peux donc tracer un hyperplan qui les sépare strictement. Okay? Si on n'avait pas la convexité, donc sans la convexité, c'est plus compliqué. En fait, ça ne marche pas. Imaginons que j'ai A ici et que j'ai B là. Je ne peux pas essayer de séparer sans, correctement. Okay. Donc, la convexité est évidemment nécessaire ici. Donc, c'est le théorème d'Hahn-Banach, on l'accepte comme ça. Il y a un corollaire, en fait, qui va nous servir beaucoup, nous. Je vais l'écrire à un endroit que je vais pouvoir garder. Donc, Le théorème qui est même vrai s'il y a une dimension infinie. oui, exact. Oui. Donc, ici, on n'a pas besoin que l'espace vectoriel. Donc, on peut avoir un espace de Banach, un espace de Hilbert. Donc, ici, c'est un peu, c'est pas trivial, mais c'est plus facile en dimension finie. Mais ça tient en dimension infinie. Et donc, nous, on travaille avec des espaces de fonctions. On va travailler avec des espaces qui ont des dimensions infinies. C'est pour ça qu'on a besoin de ça. Donc, un corollaire. Si je prends, donc soit F dans E, un sous-espace vectoriel. Tel que, donc qui n'est pas dense dans E, donc un sous-espace vectoriel qui n'est pas dense. Donc, autrement dit, si je prends la fermeture de ce sous-espace vectoriel-là, ce n'est pas égal à E. Okay? Donc, si je prends un sous-espace vectoriel qui n'est pas dense, alors, il existe une fonctionnelle phi dans l'espace dual, telle que la fonctionnelle phi, elle n'est pas 0, donc ce n'est pas la fonctionnelle qui dit juste, qui prend la valeur identiquement nulle partout, mais que phi de x est égal à 0 pour tous les x dans le sous-espace vectoriel F. Ce que je dis, c'est que comme corollaire de Hahn-Banach, si j'ai un sous-espace vectoriel de mon espace vectoriel E qui n'est pas dense, il existe une fonctionnelle qui vaut 0 partout sur le sous-espace F, mais qui ne vaut pas 0 à quelque part à l'extérieur de F. Okay, donc, au lieu de séparer avec un hyperplan, on va séparer avec une fonctionnelle qui est nulle sur le sous-espace vectoriel, mais qui est à quelque part à l'extérieur, vu qu'il y a de la place, vu que ce n'est pas dense.
donc qui ne vaut pas 0. Donc, on va le montrer, ça. C'est assez direct avec Anne Banach. C'est pour ça que la première version d'Anne Banach, c'était pour l'étendre. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça revient un peu à ça. Donc, juste la preuve. Ce qu'on peut faire ici, donc, on a F qui est un sous-espace vectoriel qui n'est pas dense, donc soit x0 qui appartient à donc, le complémentaire de E, donc de la fermeture de F dans E. Donc, on peut trouver un x0 comme ça. L'idée qu'on peut s'imaginer, c'est que j'ai donc F ici. Quand c'est pas dense, ça veut dire que la fermeture, elle est différente de tout E. Donc, il y a un point x0 ici. Ça existe. Okay. Donc, on a que x0, évidemment, par définition, et F, l'intersection, c'est l'ensemble vide. Et la fermeture de F aussi, bien, par définition, la fermeture de F est fermée. Et l'ensemble qui contient juste un point x0, c'est un ensemble qui est compact. Donc, x0 est compact. Ça va pour ça? Donc, vous voyez que là, on a nos deux ensembles pour appliquer. On satisfait les hypothèses de Anne Banach. On a deux ensembles d'un espace vectoriel. Le sous-espace vectoriel est certainement convexe. L'ensemble d'un point ici est convexe. Il y en a un qui est fermé, l'autre est compact. Donc, il existe, par Anne Banach, un hyperplan qui sépare. Donc, il existe un hyperplan donné par juste phi égale alpha, tel que, on peut l'écrire comme ça, on va avoir phi de x strictement plus petit qu'alpha, strictement plus petit que phi de x0 pour tous les x dans F. Ça va pour ça? Pourquoi? C'est la définition de séparation stricte. Au fond, on avait, pour un ensemble, c'est plus petit ou égal qu'alpha moins epsilon, ou on peut dire plus petit strictement qu'alpha. Et pour l'autre ensemble, c'était plus grand ou égal qu'alpha plus epsilon. Et donc, on peut écrire cette égalité-là. Cette série d'inégalités-là, plutôt. C'est bon? Là, on va utiliser quoi? La seule chose qu'on n'a pas encore utilisée, c'est que F, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, c'est fermé sur la multiplication par un scalaire. Donc, de plus, pour tout lambda dans R, donc lambda fois x, en fait, on a la chose suivante. On a, pour tout lambda dans R et x dans mon sous-espace vectoriel, lambda x appartient à F. Hein? Quand je prends un point d'un sous-espace vectoriel, je multiplie par un scalaire, ça reste dans le sous-espace vectoriel. Donc, on a en particulier la chose suivante. On a que phi de lambda x c'est un point dans F, donc cette inégalité-là elle est satisfaite. Bien, phi de lambda x, c'est plus petit que alpha, mais phi, c'est linéaire. Donc, le lambda sort ici. On a lambda phi de x. Et donc, lambda fois phi de x, c'est plus petit que alpha pour tous les lambda dans R et pour tous les x dans F. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, la seule manière que tu peux rester plus petit qu'un nombre fixe, donc que lambda fois phi de x soit plus petit qu'alpha pour tous les lambda dans les réels, c'est que ceci soit égal à 0. Le sans perdre de généralité, on a choisi alpha qui était plus grand que 0 ici. Mais donc, il faut que phi de x soit égal à 0. Donc, je conclue ici. Donc, phi de x est égal à 0. Et ça, c'est vrai pour tous les x dans F. Et donc, on a trouvé une fonctionnelle qui est assurément non nulle ici. Pour créer un hyperplan, il faut que la fonctionnelle ne soit pas 0 partout. Mais là, on vient de montrer que forcément, il fallait qu'elle soit égale à 0 partout sur le sous-espace vectoriel. Et donc, on a prouvé ce petit corollaire-là. Ça va?
OK, donc on comprend pourquoi. On se rappelle, notre but, c'est de montrer que les fonctions g de x, les réseaux qu'on a définis au début, sont denses dans l'espace des fonctions continues. On va voir ici qu'on a une idée de densité. On va montrer que ces fonctions-là, g de x, elles forment un sous-espace vectoriel dans l'espace des fonctions continues. Puis on va avoir un objet ici qui va nous permettre de prouver la densité. La seule chose qui nous manque, c'est une manière de bien représenter la fonctionnelle phi. Okay, ça, c'est assez abstrait. C'est quoi une fonctionnelle sur l'espace des fonctions continues? Concrètement, ça a l'air de quoi? Donc, la deuxième partie des préliminaires théoriques, on va devoir développer la théorie de la mesure pour montrer que quand on prend une fonctionnelle dans l'espace dual des fonctions continues, ça ressemble à une intégrale avec une certaine mesure. Okay? Il faudra donc parler un petit peu de ça. Je vais effacer ici. Donc, il va y avoir plein de définitions. Je vais les faire assez rapidement ici, là. Donc, section 2.2, mesure. Donc, rapidement, définition. X, donc X, un ensemble. Sigma, on va appeler ça une sigma algèbre sur X si... Donc, sigma, c'est une collection de sous-ensembles de X. Okay? Donc, une collection de sous-ensembles ou de parties de X. Il y a trois affaires importantes à avoir. Il faut que donc, l'ensemble vide fasse partie de la collection. Il faut que sigma soit fermé sur le complémentaire. Et finalement, que sigma soit fermé sur l'union et l'intersection dénombrables. OK, donc une sigma algèbre, c'est juste une collection de sous-ensembles d'un ensemble donné. On veut que l'ensemble vide fasse partie de cette collection-là. On veut que si un ensemble E appartient à la sigma algèbre, le complémentaire de E fasse aussi partie de l'ensemble. Et finalement, si je prends une union ou une intersection dénombrable d'éléments dans la sigma algèbre, je reste dans la sigma algèbre. Ça nous permet de définir ensuite une mesure. Donc, une mesure mu sur sigma, ben, c'est en fait, c'est une application, donc, c'est une application donc, mu de sigma dans R union l'infini, donc la mesure a priori peut prendre une valeur infinie, telle que, il y a trois propriétés aussi, on veut que mu de l'ensemble vide soit 0, on veut aussi que mu de E en général soit plus grand ou égal à 0 pour tout élément E de la sigma algèbre. Donc, la mesure d'un ensemble devrait être non négative, quoiqu'on va voir après qu'il existe des mesures signées où c'est possible d'avoir des mesures négatives. Et finalement, la dernière chose qu'on veut, c'est ce qu'on appelle la sigma additivité. C'est que si je prends la mesure de l'union d'ensemble AI, bien ça, il faut que ce soit plus petit ou égal à la somme des mesures des éléments séparés. Donc, c'est très, très logique. La mesure ici, on pense par exemple à l'air au volume, ça généralise la notion d'air et de volume qu'on est habitué d'utiliser dans Rn. Donc, si j'ai un ensemble A1 et A2,
ben, la mesure de A1 union A2, elle est plus petite ou égale à la somme des mesures de A1 et A2. Donc, on ne veut pas compter ça deux fois, finalement. OK? Donc, ici, les unions sont juste dénombrables. Ça peut être infini, mais dénombrable. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle une mesure sur une sigma algèbre. Donc, ça va vraiment vite, là, mais il y a tout un tas de définitions de types de mesures un peu particulières. Donc là, je vais vous en donner quelques-unes, parce qu'on va en avoir besoin. Encore une fois, je fais tout ça parce que je veux être capable de représenter. Donc, notre but ici, c'est de représenter un élément de l'espace dual de l'espace vectoriel des fonctions continues. Je veux que quand je prends un élément phi dans le dual des fonctions continues, je vais être capable de le représenter. Pour le représenter, je vais avoir besoin de certaines mesures particulières. Donc, une mesure est dite finie si mu de E est strictement plus petit que l'infini pour tous les éléments E dans notre sigma algèbre. Okay? Ça veut dire qu'elle ne peut pas prendre la valeur infinie. Donc, une mesure est signée si elle peut prendre des valeurs négatives. Donc, des valeurs négatives. OK, ça contredit un peu le deuxième axiome que j'avais mis ici. Donc là, quand on dit qu'une mesure est signée, c'est que finalement, celui-là ne tient pas. Okay, on peut avoir des espaces dans notre sigma, des ensembles dans notre sigma algèbre qui prennent des mesures négatives. Une mesure est borélienne si sigma, donc si la sigma algèbre sur laquelle elle est définie contient l'attribut borélienne. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est simplement la plus petite sigma algèbre qui contient les ouverts. Au fond, ce que ça veut dire, c'est que quand on prend un ensemble ouvert dans un espace topologique ou normé, donc un ouvert, on est capable de le mesurer. Okay? Si on prend une intersection des unions d'ouverts, on va être capable de les mesurer. Donc, l'attribut borélienne, c'est juste la sigma algèbre la plus petite qui contient tous les ouverts. Donc, je répète, ça veut simplement dire qu'on va être capable de mesurer, donc de donner une mesure aux ensembles ouverts. Et finalement, dernière chose, il y a la notion de mesure régulière. Ça veut dire une mesure qui peut s'approximer par des ouverts ou par des compacts, donc mu. Donc la mesure mu est régulière si la mesure d'un ensemble E c'est égal en fait à l'infimum de mu de K, où K est inclus dans E, mesurable et compact. Puis que ça, c'est égal au sup de mu de A, ou en fait, je vais appeler peut-être G, où E est inclus dans G, ouvert et mesurable. OK, ça fait beaucoup de choses, je le sais, mais là, on a défini toutes les propriétés des mesures dont on a besoin pour identifier, donc pour représenter les fonctionnels. On va voir ça tout de suite. Donc, on a défini plein de sortes de caractéristiques des mesures. Fini si on ne peut pas prendre une valeur infinie. Signé si la mesure d'un certain ensemble peut être négative. Borélienne si on peut mesurer les ouverts. Et finalement, cette condition un peu technique-là, régularité, ça veut dire que mesurer un ensemble E quelconque, donc pour E, pour tous les ensembles mesurables E dans ma sigma algèbre,
ça revient à simplement dire, donc si j'ai un ensemble E, je veux le mesurer, je peux prendre des compacts à l'intérieur, puis prendre tous les compacts qui sont compris dans E, et que finalement, je vais finir par approximer par le bas mon ensemble E, ou faire l'inverse, prendre des ouverts qui sont plus grands que E, et prendre le plus petit, la mesure la plus petite, ou l'infimum, dans ce cas-ci, des ouverts qui sont plus grands que E. C'est un peu technique, mais je voulais quand même définir les termes que je vais utiliser. Donc, juste pour résumer, tantôt tu disais, si on prend l'espace vectoriel des fonctions continues, mettons, sur l'intervalle en V, Ouais. un exemple d'élément d'espace dual, ça serait l'opérateur intégral. C'est ça, mais c'est exact. Le deuxième outil technique qui va nous servir, ça va être le théorème de représentation de Riesz. OK, je vais le nommer dans son énoncé le plus général, puis après ça, on verra comment il se... Quoique je vais peut-être juste le... Avec le temps qui passe, je vais juste le donner tout de suite. Je vais l'écrire ici. Donc, théorème. Donc, Riesz-Markov. Soit phi un élément de l'espace dual des fonctions continues sur IN. OK? On va avoir besoin de ça. Alors, il existe une mesure avec toutes les qualités qu'on a décrites précédemment, donc finie, signée, donc borélienne et régulière, telle que, donc, vu que phi est un élément de l'espace dual ici, phi agit sur quoi? Agit sur les fonctions continues. Donc, tel que phi de u, ça revient simplement à faire finalement l'intégrale sur IN de la fonction u par rapport à cette mesure-là, mu. OK? Et donc, là, ce qu'on vient de dire, c'est que ça devient plus concret. L'action d'une fonctionnelle sur les fonctions continues, c'est simplement l'intégration par rapport à une certaine mesure particulière de la fonction continue qu'on a choisie. Et donc, en combinant les deux, on va être capable de montrer la densité de ces fonctions-là g de x qui nous intéressent. Ça va pour ça? Ces deux-là, on va les garder puisqu'ils vont nous servir pour montrer le théorème principal. Et là, on va pouvoir compléter avec la preuve du théorème de Sybenko. OK, le théorème de Riesz-Markov, c'est une version particulière. La version la plus classique, elle est donnée pour les espaces de Hilbert. Donc, le théorème de représentation de Riesz, typiquement, il est donné pour identifier un espace de Hilbert avec son dual, avec le produit de dualité puis le produit scalaire. Mais on va essayer de sauver un peu de temps et pas parler trop de ça. OK, on commence la preuve. Il reste une petite chose à définir avant de vraiment se lancer dans la preuve. Donc, ici, 3. Donc, preuve. Donc, on va dire que sigma, donc définition, une fonction sigma de R dans R est dite discriminatoire si, en fait, avant de faire ça, je vais peut-être juste écrire ici, je vais appeler l'espace grand M de IN, c'est l'ensemble de toutes les mesures, donc fini, signée, borélienne, régulière. Donc, on va dire qu'une fonction de R dans R, elle est discriminatoire si, pour une telle mesure mu dans M de IN, le fait d'avoir qu'en intégrant sur IN sigma de Y transposé X
plus θ par rapport à mu. Si ça donne 0 pour tous les y dans Rn et les θ dans R, si ça implique que la mesure, elle est identiquement égale à 0. C'est une condition un peu technique, mais c'est la dernière chose qui nous reste pour pouvoir vraiment montrer le théorème. On va le relire ensemble. Je dis la chose suivante. Je vais appeler une fonction sigma, donc de R dans R, discriminatoire si, pour chaque élément mu, donc pour chaque mesure, le fait que, donc, d'intégrer donc à 0 n'importe quelle dilatation, contraction, translation de l'argument ici, implique que la mesure elle-même vaut 0. Ce que ça veut dire, c'est plus clair quand on fait un exemple explicite. Quand n égale 1, imaginons que j'ai une fonction, je vais le faire ici. Donc, quand n égale 1, imaginons que j'ai cette fonction-là ici, que j'appelle sigma de x. Puis là, on va voir, bien, qu'est-ce que c'est que ça fait au graphe de simplement, au lieu de prendre sigma x, de peut-être modifier 2x ou 2x plus 3, ou ainsi de suite, bien, ça va jouer de la manière suivante. Si ça, c'est le graphe de sigma x, le graphe de sigma de 2x, il va faire quoi? Il va contracter. Hein? Ça va juste contracter. Fait que ça va faire quelque chose comme ça ici. Okay, tout est plus contracté. Et si je fais le graphe de sigma de 2x plus 3, par exemple, ou 2x moins 3, je vais translater de 3 unités à droite. Je vais avoir quelque chose comme ça. Okay. Et là, ce que ça dit, c'est que peu importe le genre, donc en n égale 1, peu importe le genre de contraction, de dilatation et de translation que je ferai à mon graphe d'une fonction discriminatoire, peu importe le choix donc de y et de θ, donc le facteur de contraction et de translation, peu importe lequel je choisis, quand j'intègre de 0 à 1, ça me donne 0. Bien, si j'ai une affaire comme ça, il faut alors absolument que la seule manière que ça soit possible, il faut que ce soit la mesure qui soit nulle. Et donc, c'est assez pathologique de ne pas être discriminatoire. En particulier, donc c'est un lemme, les fonctions sigmoïdales continues. Donc, les fonctions sigmoïdales, je rappelle que c'est celles qu'on a définies pour définir nos sommes au départ. On peut imaginer la sigmoïde. Les fonctions sigmoïdales continues sont discriminatoires. J'aurai absolument pas le temps de faire cette preuve-là, mais s'il y en a qui s'intéressent, je pourrais peut-être la mettre sur le site web, que vous pourrez regarder ça. Je vais mettre les références d'ailleurs sur le site web pour ceux qui veulent. Donc, on a, c'est ça, cette notion-là de fonction discriminatoire. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, au fond, maintenant, si je montre que les sommes finies qu'on utilisait au début de l'exposé, mais où la fonction d'activation, maintenant, sigma est une fonction discriminatoire, si je montre que ces sommes-là sont denses dans l'espace des fonctions continues, le fait d'avoir que les fonctions sigmoïdales, elles sont discriminatoires, ça, on aura complété la preuve du théorème de Sibinko. C'est donc ce qui nous reste à faire. Je vais me faire un peu de place. Donc, on considère, donc je débute la preuve, on considère donc l'ensemble S, ça va être l'ensemble des fonctions du type G de X. C'est la somme pour les J allant de 1 jusqu'à grand N de alpha J sigma de donc Y J transposé fois X plus θJ. Et donc ici, sigma, c'est une fonction qui est discriminatoire.
discriminatoire au sens qu'on vient de définir là. Ça veut dire que c'est une fonction que, si tu fais n'importe quelle translation, contraction comme ça, puis que tu intègres toujours à 0 sur 0,1, ça veut dire que la mesure, elle vaut 0. Okay? Et ça, c'est quoi? Ces sommes-là, ben, c'est nos réseaux de neurones. C'est nos réseaux de neurones du début, avec n couches en entrée, une couche cachée avec grand N neurones et une seule sortie. Okay? On est revenu à ça. Donc, c'est la représentation, disons, algébrique de ces réseaux de neurones-là qu'on étudie depuis le début. Cet espace-là, S, donc ces fonctions-là sont clairement continues ici. Donc, on prend une discriminatoire continue. Donc, clairement, donc S est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 dimension n, sur l'hypercube de dimension n. Pourquoi? Bien, 0 fait partie. Si j'additionne ces deux choses, si j'additionne deux fonctions comme ça reste une somme finie. Et donc, aussi, si on multiplie par un scalaire, ça va être absorbé, donc il n'y a pas de problème. Là. Okay. Ce qu'on va faire, on va supposer, donc supposons que S n'est pas dense. Ça veut dire quoi? On va supposer que la fermeture de S n'égale pas l'espace des fonctions continues. Bien là, on est en train de se rapprocher de ce cas de figure-là ici. Donc, on a un sous-espace vectoriel qui n'est pas dense. Alors, il existe quoi? Il existe phi dans l'espace dual. Donc, il existe phi dans l'espace dual de l'espace des fonctions continues sur l'hypercube unité. Donc, phi dans le dual de ça. Tel que, quoi? Bien, on applique directement ce théorème-là. Tel que phi n'est pas nul partout, mais que phi, quand je l'applique donc à un élément de S, ça vaut 0. Okay? Donc, phi de U égale 0 pour tous les éléments U dans notre sous-espace ici. Donc, ça veut dire quoi? Que pour n'importe quel de nos réseaux de neurones ici, cette fonctionnelle-là va être nulle, mais qu'elle n'est pas nulle partout dans l'espace des fonctions continues. Ça, c'est à cause de ce corollaire-là de Anne Banach. Maintenant, cette fonctionnelle-là, on vient de voir qu'on peut la représenter explicitement par une intégrale et une mesure signée, finie, borélienne, régulière. C'est le deuxième élément ici, le théorème de Riesz qui nous dit, au lieu d'être abstraite, cette mesure-là, on sait explicitement de quoi elle a l'air. Okay? Donc, par Riesz-Markov, on sait que phi de U, c'est l'intégrale, donc, sur IN. Bien, il existe, en fait, une mesure, donc, dans M de IN, une mesure qui satisfait toutes ces définitions-là, finie, signée, etc., telle que phi de U, c'est U des mu de X. Donc, ça, c'est pour tous les U dans S. Ça veut dire qu'en particulier, si je prends juste les alpha-j qui valent 1, donc le réseau où les alpha-j, les poids valent tous 1, et qu'il y a seulement un neurone dans ma couche cachée, je vais avoir des fonctions là, dans cet espace-là qui sont juste sigma de y fois x plus θ. Donc, en particulier, on a donc l'intégrale sur IN de sigma, donc y transposé x plus θ des mu. Mais ça égale à 0
pour tous les Y dans Rn et pour tous les θ dans R. Pourquoi ça? Donc, je rappelle, la fonctionnelle dont on sait l'existence par ce théorème-là, cette fonctionnelle-là, elle vaut 0 quand on l'applique à des éléments, à l'un ou l'autre de notre espace de réseau de neurones. Donc, quand je l'applique à l'un ou l'autre des éléments de cet espace-là, elle prend la valeur 0. En particulier, il existe des réseaux de neurones avec une couche au centre et avec un neurone au centre qui vont avoir exactement cette forme-là, qui font partie de cet espace vectoriel-là. Et donc, puisque ma fonctionnelle elle est représentée par cette intégrale, ça veut dire que cette intégrale-là, elle vaut 0 pour tous les Y dans Rn et tous les θ dans R. Est-ce que c'est clair? Le problème, c'est que sigma, c'est une fonction par hypothèse qui est discriminatoire. Ça veut dire que si je n'avais pas effacé mes graphes ici, ça revient à dire que peu importe les translations ou les contractions, quand j'intègre de 0 à 1, ça donne 0. C'est ce qu'on vient de voir ici. Puisque sigma est discriminatoire, bien, il faut alors que la mesure, puisque sigma est discriminatoire, il faut que mu soit égal à 0. Il faut que la mesure soit nulle. Mais la mesure, c'est la mesure explicite qui représente la fonctionnelle par ce théorème-là. Donc, si la mesure, elle est 0, la seule manière... en fait, si la mesure, elle est 0 et qu'elle représente cette fonctionnelle-là, ça veut dire que la fonctionnelle phi, elle est 0 partout. Et donc, pas juste sur le sous-espace vectoriel. Donc, la fonctionnelle phi, nous, on supposait, donc, on disait, elle existe, elle est telle qu'elle vaut 0 sur le sous-espace vectoriel, mais pas partout ailleurs. Et là, on vient de montrer qu'il faut qu'elle soit égale à 0 partout, ce qui est donc une contradiction avec l'hypothèse ici initiale. Et donc, on vient de conclure que S est un... Donc le sous-espace, il est dense. Okay? Donc, la fermeture de S, c'est l'ensemble des fonctions continues sur l'hypercube unité. Si je veux résumer en gros ce qu'on vient de faire, on vient de dire, je prends l'espace, le sous-espace vectoriel de tous mes réseaux de neurones de ce type-là, je suppose qu'il n'est pas dense. Par cette supposition-là, il existe une fonctionnelle, donc par le théorème-là, qui vaut 0 sur ce sous-espace, mais qui à quelque part ailleurs ne vaut pas 0. C'est bon. Deuxième affaire, je me sers de ce théorème-là pour dire que cette fonctionnelle-là, je la représente par une intégrale. Cette représentation-là, et le fait qu'elle doit s'annuler partout ici, me donne une égalité qui, vu la nature discriminatoire de la fonction sigma, implique que la mesure elle-même vaut 0. Or, la mesure représente la fonctionnelle, ce qui veut dire que la fonctionnelle, elle vaut partout 0, ce qui contredit le fait qu'elle ne valait pas 0 partout, et donc notre hypothèse de densité doit tenir. Et donc là, on a montré le théorème de Sibinko, on a montré que peu importe l'epsilon d'erreur qu'on est prêt à tolérer, on va pouvoir construire un réseau potentiellement avec une couche cachée qui est très, 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 très large, mais qui va approximer à epsilon près n'importe quelle fonction continue. Et donc, peut-être avant de finir, c'est très technique tout ça, mais c'est au moins moralement super important, parce que sinon, on se dirait, bien, ça ne sert à rien peut-être de travailler avec ces réseaux-là si, d'emblée, il y a des fonctions qu'on ne peut même pas espérer approcher. Il y a des preuves plus intuitives de ça. La semaine prochaine, ou à la prochaine rencontre, j'aimerais ça, peut-être au lieu de voir l'approche qui est, donc comme je l'ai dit, qui est wide and shallow, donc un réseau qui n'a pas beaucoup de couches profondes, mais la couche profonde devient arbitrairement grande. Voir ce qui se passe quand, au lieu de vouloir parler d'universalité dans ce contexte-là, on essaie de considérer des réseaux qui seraient avec une largeur, disons, bornée, mais dont on peut rajouter de plus en plus de couches profondes. Et aussi discuter de pourquoi est-ce qu'on parle de deep learning si, au fond, on peut tout faire avec juste une couche ici. Est-ce qu'il y a un avantage à dire je vais construire un réseau qui, disons, au lieu d'avoir n couches, n neurones sur une couche, en a, disons,
n sur 10 couches. OK? Donc, la configuration du réseau de neurones, est-ce qu'il y a un avantage? C'est quoi le pouvoir de la profondeur, donc dans le calcul, disons, d'une fonction par un réseau de neurones? C'est le genre de sujet dont j'aimerais parler peut-être à la prochaine rencontre. OK? Donc, on verra ça dans la prochaine fois. C'est tout pour moi. C'est beaucoup. Très bien.